Durant la Seconde Guerre mondiale, la politique d'extermination conduite par l'Allemagne nazie a fait de 5 à 6 millions de morts dans la population juive d'Europe et de 200 000 à 500 000 morts chez les Tziganes. La phase ultime de l'extermination est atteinte entre 1942 et 1944 avec la création des camps d'extermination dotés de chambres à gaz. Les populations déportées de toute l'Europe y arrivent par convoi, ignorant le sort qui leur est réservé. La France alors, dirigée par le maréchal Pétain, collabore à cette politique génocidaire. La police française rafle par milliers les hommes, puis les femmes et les enfants définis comme juifs. Environ 75 000 personnes juives ont été déportées de France, parmi elles 11 400 enfants de moins de 16 ans. Seulement une petite centaine de ces enfants a survécu rescapés des combats de 1944. Au nombre de ces enfants revenus figure Jacques Sorel interné avec sa mère, son frère Roger et sa sœur Irène au camp de concentration de Bergen-Belsen. Je m'appelle Jacques Sorel, mais à vrai dire, ce n'est pas mon vrai nom. J'ai changé de nom à une certaine période de ma vie, quand j'ai commencé quand j'ai été papa. J'ai un nom un peu compliqué, Schwarzenberg, qui n'est pas facile ni à dire ni à épeler, ce qui fait que pour que mes enfants n'aient pas à subir certaines choses que moi j'ai connues quand j'ai porté ce nom, que ce soit à l'école ou pendant la guerre, j'ai décidé d'en changer. Alors je suis né le 19 février 1933 à Paris, dans le 18e arrondissement. Ma famille elle est originaire de Pologne. Mes parents paternels et maternels sont venus en France venant de Pologne dans les années 1920. Autant que je me souviens, maman est arrivée en France en 1923 et mon père est arrivé en France en 1925. Je vivais, en tant qu'enfant, je vivais en région parisienne, c'est-à-dire une petite commune très sympathique, limitrophe du 19e et 20e arrondissement, qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais, qui est maintenant dans le 93. Le statut au début de la guerre est celui d'enfant de prisonnier de guerre, du fait que mon père s'est engagé volontaire à l'entrée de la guerre, et puis pendant un certain temps, je vais bénéficier de certaines conditions, c'est-à-dire on ne m'arrête pas jusqu'à une certaine date, donc un peu ce qu'on appellerait privilégié. Entre l'automne 1939 et juillet 1940, Jacques Sorel, sa mère, son frère et ses sœurs sont évacués dans la Sarthe. Après plusieurs mois d'une vie paisible, il rentre à Paris, au Pré-Saint-Gervais. En 1940, j'ai 7 ans seulement. 1941, il va y avoir les premières mesures édictées par ce que l'on appelle le régime du maréchal Pétain, le régime de Vichy. C'est-à-dire qu'il va y avoir des lois restrictives, ce qu'on va appeler les lois antisémites. C'est-à-dire que les premières, c'est dans la libre circulation. J'ai plus le droit d'aller au cinéma, j'ai plus le droit d'aller à la piscine, j'ai plus le droit d'aller dans les squares. Toutes ces choses sont très restrictives. Que surtout, et ce qui va me distinguer parmi la population en général, c'est que les premières lois sont en 1941, mais une des plus importantes, ça va être en 1942, ça va être le port de l'étoile jaune sur la poitrine. Jacques est arrêté dans la nuit du 3 au 4 février 1944. Il va bientôt avoir 11 ans. Je suis arrêté parce que je suis né juif. Ça rentre dans les lois et les mesures comprises d'abord les autorités allemandes et relayées à ce moment-là par les autorités françaises dirigées toujours par le maréchal Pétain. J'avais entendu parler de l'arrestation. Je savais qu'on venait arrêter des personnes à leur domicile. Ça a été le cas de certains membres de ma famille. Je savais qu'on arrêtait des gens dans la rue aussi lors de contrôles. Mais moi-même, je ne m'attendais pas du tout à être arrêté du fait de cette protection que je pensais qui s'adressait à moi, c'est-à-dire protégé par les conventions de Genève du fait que mon père était prisonnier de guerre. Cette nuit, justement, du 2 au 3 février 1944, c'est certainement vers minuit, toujours difficile de dire une heure exacte, on a entendu des coups violents à la porte, des coups frappés, police ouvrée. Alors là, subitement, il y a une réalité qui vous saute au visage. On se dit police ouvrée, on pense toujours, moi c'est le gamin qui se réveille à ce moment-là, qui dit ça c'est dans du cinéma, mais en général là c'est plus du cinéma, c'est chez nous qu'on tape.
Maman va ouvrir la porte et dans l'encadrement de la porte, il y a là 2 civils et derrière, il y a 2 agents de police. Alors qu'ils nous intiment l'ordre de nous habiller et puis de les suivre au commissariat, il semblerait, ce qu'ils nous disent à ce moment-là, que c'est pour une vérification de papier. On s'habille, on est très mal réveillés, bien sûr les enfants, c'est endormi il y a peu de temps, et on part dans la nuit noire, encadré d'une curieuse escorte. Alors là, je peux dire tout de suite, il y a maman, il y a ma sœur aînée et mon plus jeune frère et moi-même. Donc tous les 4, on se dirige vers le commissariat qui sera le commissariat de la porte. Et ce commissariat, dans un autobus qui est venu nous chercher, dans lequel il y avait déjà des personnes. Et on va se diriger vers un endroit, on traverse une partie de la banlieue, et on va arriver dans un endroit, je pense que des personnes devaient le connaître déjà peut-être de réputation, parce qu'on va nous dire c'est le camp de Drancy. Moi qui étais tout à fait ignorant, mais qui avec le temps, entre les arrestations des membres de ma famille, grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc., je vais apprendre qu'ils étaient passés par Drancy. Ce camp représente quelque chose d'assez terrifiant parce que l'on sait que c'est là qu'on rassemble les personnes que l'on a arrêtées, aussi bien à Paris qu'en province, et que l'on rassemble en vue de ce qu'on apprendra plus tard, un départ vers la fameuse destination inconnue. L'impression en arrivant, c'est effectivement, on pénètre avec cet autobus dans un endroit encadré, gardé par des gendarmes. Pour l'instant, on était accompagné d'agents de police. Là, quand on arrive à Drancy, ce sont des gendarmes qui montent la garde, les portes s'ouvrent, on rentre dans un grand ensemble fait de bâtiments en ciment. Schématiquement, ça ressemble à un grand U avec une grande cour au milieu, une allée tout autour. Et quand les portes vont se refermer sur nous, quand on va débarquer, nous sommes de descendre de ces autobus, il n'y a pas de brutalité, je dois dire, encore à cette période en arrivant à Drancy, mais seulement quand ces portes se referment, on a cette sensation incroyable qui est toujours difficile à décrire, c'est que on arrive dans un monde différent et voilà, ces portes se referment, c'est sans doute la fin de la liberté. Avec la descente de l'autobus, on nous rassemble dans la cour, on nous fait pénétrer dans une grande baraque. On la connaîtra son nom, c'est la baraque de fouille. Quand on va rentrer dans cette baraque, on va nous demander si les enfants, évidemment, ce n'est pas le cas, mais à un moment, s'il y avait des bijoux, s'il y a de l'argent, et de se débarrasser de toutes ces choses-là. Maman, ayant compris le message qui venait de l'extérieur, avait réussi à glisser dans la doublure de son manteau, je crois, les seuls bijoux qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire son alliance et sa bague de fiançailles. Les difficultés, elles vont naître tout de suite, c'est-à-dire que j'ai jamais été en colonie de vacances, j'ai toujours vécu en famille, et là, on nous dirige vers un endroit, on nous alloue dans une pièce, une grande pièce, où il y a déjà pas mal de personnes. Le camp de Drancy est un bâtiment qui n'a jamais été achevé quand on arrive. Il est brut de ciment, les canalisations courent par terre, donc on se bute dedans. Et il faut s'installer, il faut installer des lits là-dedans. Et il faut surtout découvrir ce qu'on appelle la promiscuité. Mais enfin, tant bien que mal, on va finir par s'y installer. Alors les premières difficultés, c'est ça, c'est cette cohabitation, ça va être un manque d'hygiène, les toilettes ou les WC, on peut appeler ça comme ça. Il n'y en a pas dans les corps de bâtiments, ça se trouve, il faut descendre les étages, moi je suis au 4e, et aller tout au fond de la cour. Au début, il y a un temps de stupeur, un temps où on reste sans trop réagir, mais bien vite, les adultes, et je me trouve avec maman, toujours, puisqu'on a été arrêtés ensemble, il y a un côté qui va nous rassurer. On est toujours ensemble. À l'époque où moi j'arrive à Drancy, on ne meurt pas de faim, on a de quoi manger. Il y a des personnes, des adultes qui vont s'occuper un petit peu de nous dans une grande pièce, j'en ai le souvenir. On va nous rassembler, il y a des crayons, il y a de quoi écrire, il y a du papier, il y en a même, puisqu'il y a des adultes qui sont là pour pouvoir donner quelques cours à des jeunes que je suis. J'ai 11 ans,
et ben, avec des copains, avec le temps, et on va s'habituer très vite. La chose terrible et formidable, les deux en même temps, c'est que l'enfant s'habitue très vite à des situations données. Ce qui fait que quand c'est possible, eh ben, on va courir dans la cour, on va faire des petites compétitions, celui qui court le plus vite. Voilà, on s'amuse, on n'est pas confronté à des choses, comment dirais-je, difficiles. Je parle là de moments, ce que j'appelle de quasi-liberté aussi. Et puis, il y a un ordre qui est donné, tout le monde doit rejoindre sa chambre. Alors, on grimpe dans les étages, et puis on va voir arriver à ce moment-là des camions ou des autobus, et on va voir d'autres personnes arriver. Alors, autant, moi, quand je suis arrivé avec ma petite famille, on est encore en bonne santé, on n'a pas mauvaise mine, malgré les restrictions qu'il y avait à l'époque. On voit arriver des gens mal habillés, dont les vêtements sont déjà élimés, des gens qui donnent l'impression d'avoir souffert, des gens sales parfois, avec des enfants, peu de bagages. Quand on voit ces gens arriver, on se dit qu'ils ont connu quelque chose que nous, on découvre, c'est-à-dire l'enfermement, et dans des possibilités de dialogue, on va connaître qu'ils viennent d'autres camps qui s'appellent Pithiviers, Baume-la-Rolande, d'autres endroits en France, Gurs, où ils ont séjourné certains pendant des mois et qu'ils arrivent. Alors il y a cette période, donc il faut qu'on reste dans les chambres. Et puis il va y en avoir un autre moment où on nous intime l'ordre s'il ne donne pas descendre, c'est quand il y a les départs. Alors là, les départs, là il règne une atmosphère encore très très pesante parce que autant les personnes arrivées manifestent pas trop leur arrivée, autant quand on va leur dire, on l'apprend que ça se passe comme ça, sur des listes, il faut rassembler les bagages et se diriger dans la cour. Là, plus personne ne doit, à part les personnes en instance de départ et les autorités, c'est-à-dire la gendarmerie et parfois des Allemands, des agents de la Gestapo qu'on reconnaît, sont souvent habillés d'un grand manteau de cuir. Voilà, là on sent que les personnes qui rassemblent leurs affaires en attendant des autobus ou des camions, on sent une grande inquiétude et cette inquiétude vient envahir tout le camp à ce moment-là, parce que les gens qui partent quand il y a un questionnement vont dire on s'en va mais on ne sait pas où. Alors il y a quelque chose, un nom qui va courir, qui est issu du folklore juif. C'est un mot yiddish, on trouvait le mot très plaisant, je le découvrais à ce moment-là, il est beau et terrible à la fois, c'est pitchipoy, ça fait sourire, mais c'est un mot qui veut dire, c'est le grand saut dans l'inconnu. Comme à ce moment-là, moi en 1944, ainsi que tous les autres, on ne sait pas quelle est la destination de tous ces convois qui partent de Drancy. J'ai été témoin de l'arrivée à Drancy des enfants de Lisieux. Mais quand je les ai vus arriver, je ne le savais pas. Pourquoi ça m'avait marqué particulièrement cette arrivée de ces enfants-là? Peut-être le groupe qu'ils était plus important que ceux que j'avais vus arriver. Parce que, hélas, pendant les 3 mois que je vais rester à Drancy, il va y avoir d'autres groupes qui ont été arrêtés. Sont des groupes d'enfants qui étaient mis dans des maisons, recueillis, dont les parents souvent avaient été déjà déportés, beaucoup étaient déjà... Celui-ci m'avait interpellé, je me souviens, j'étais en haut 4e étage et ça c'est resté un souvenir très marquant. Ils avaient dû voyager, faire un long voyage parce qu'ils arrivaient, comme je le dis, un peu hagards, on n'avait pas dormi. Je le disais, je le raconte à chaque fois, les plus grands tenant les plus petits par la main. J'avais fait cette remarque que ces enfants-là, ils étaient en perdition, il y avait peu d'adultes, c'était surtout un groupe important. Donc tout ça, c'est dans un contexte où on se dit on peut continuer à vivre jusqu'au jour où on est sur une liste de départ. Alors là, ce moment, c'est toujours quelque chose de redouté parce qu'on apprenait toujours que les gens qui étaient en face de nous, dans le bâtiment d'en face, ça correspondait à des listes. À chaque fois, le mot liste prenait une connotation particulière. Figurer sur une liste, c'est quelque chose d'assez important. Alors on apprend, donc ça doit être la veille, le 2 ou le 3 mai 1944, qu'on est sur une liste. Donc on est rassemblés. Et c'est là que je vais découvrir, puisqu'on n'était pas tous dans la même chambre,
qu'on est un groupe d'environ une centaine de personnes. Dans ce groupe de personnes, la majorité, eh bien, ce sont des femmes avec leurs enfants qui ont le même statut que le mien, c'est-à-dire femmes de prisonniers de guerre et enfants de prisonniers de guerre. On est la majorité du groupe. Alors on est là, rassemblés. Là, première fois, je crois que maman laisse un peu poindre son inquiétude. Quitter Drancy n'est pas bon signe si on se remémore que toutes les personnes qui ont quitté Drancy, jamais, 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 au grand jamais, il y a eu une lettre, un mot qui est revenu de quelque part, même ceux qui sont partis en 1942, et quand ils partaient, le dernier mot qu'ils écrivaient, je pars travailler, je me porte bien, c'était le dernier mot que parfois des personnes recevaient en France, il n'y avait pas autre chose. Pour maman, elle le traduira encore bien plus tard, se remémorera ce moment, partir et représenter quelque chose de très inquiétant. On nous a fait monter dans des camions, cette fois-ci j'étais arrivé en autobus, on part en camion, on traverse Paris, cette fois-ci c'est plus la banlieue, on traverse Paris, et j'arrive dans un endroit, c'est pas moi qui en ai parlé le premier, peut-être que je ne la connaissais pas, quelqu'un me dit, me fait comprendre, on arrive à la gare de l'Est. On arrive à la gare de l'Est, ces camions se dirigent, notre camion, parce qu'il devait y en avoir deux je pense, se dirige vers un endroit sur la gauche de la gare. On nous débarque de ce camion et on nous fait aligner sur une extrémité de quai et les gendarmes qui nous accompagnent là, eh ben, nous quittent les gendarmes et ceux qui nous encadrent cette fois-ci, ben, ce sont des soldats allemands. Là on comprend tout de suite, je crois même les plus jeunes dont je fais partie, que ben, quelque chose va changer parce que si à un moment on pensait, comme certains le disaient, on va dans un château en Alsace, là pourquoi être encadré par des soldats allemands, on va découvrir ce qui les commande, ces soldats, puisqu'il y en a toute une rangée sur le quai. Ben, ils ont des képis avec certains signes que j'avais déjà vu quand des fois j'allais en promenade dans Paris, c'est une tête de mort avec deux tibias croisés en dessous. Et ça, on savait, ben, c'était les plus durs de l'armée allemande, ben, ceux qu'on appelait les nazis. Alors là, on comprend qu'effectivement, il va se passer quelque chose. Le voyage de la gare de l'Est à Bergen-Belsen a duré 2 jours et 2 nuits dans un train de 3e classe. Jacques est assis sur des banquettes en bois. Les déportés ne connaissent pas la destination du train. Celui-ci traverse la Belgique pour se retrouver en Allemagne à la gare de Hanovre. D'un seul coup, tout bascule. C'est-à-dire, ces personnes qu'on voit qui vont et qui viennent, eh bien, il y a un tout autre dialogue. Ils ne parlent plus, ils hurlent. C'est-à-dire que le langage que l'on va avoir à partir de ce moment-là, ce ne sont que des interjections, que des cris. Dès qu'on est descendu, ces Allemands vont nous rassembler sur le quai de la gare. Alors là, c'est le début pour ceux qui vont comprendre très vite qu'il faut obéir et très très vite, il ne faut pas traîner, parce que ça va être les coups de matraque pour les Allemands qui en ont, ou le coup de crosse dans les reins pour ceux qui ne vont pas assez vite. Alors on est débarqué du train, il faut faire vite, il y a des camions qui nous attendent, il faut grimper vite encore dedans. Et tout ça dans un langage, c'est-à-dire ce langage que l'on va connaître pendant tout le temps, ça va être toujours ces cris brutaux. J'ai jamais entendu un mot doux, un mot gentil sortant de la bouche des Allemands qui nous encadrent. C'est toujours incroyablement violent. Alors on monte dans ces camions, et puis on quitte la gare de Hanovre, et on traverse une région qu'on trouve totalement hospitalière. On va rouler pendant un certain temps, difficile combien de temps cela pouvait représenter. Là on commence tous à se serrer les uns contre les autres dans les camions, parce que comme je l'ai déjà dit, on a l'impression qu'on a basculé dans quelque chose de tout à fait différent. Et puis, le moment où les camions vont ralentir, on va découvrir, ceux qui peuvent le voir à travers les interstices de la bâche, en se penchant, si on le peut, qu'on franchit les portes d'un casernement. Au début, ça ressemblerait peut-être à un casernement, c'est-à-dire on devine de loin des toits, des bâtiments, on va découvrir que ce sont des baraques, c'est plutôt du bois plutôt que du ciment ou de la pierre. On pénètre donc dans ce camp, après l'ouverture de la porte, porte recouverte de barbelés, on découvre l'environnement,
des baraques qui s'étendent, des baraques basses. On va découvrir que le camp est séparé, ça ressemble à des enclos dans lesquels il y a 1, 2, 3 baraques, c'est séparé. Notre camion roule et va s'arrêter dans un endroit, c'est difficile à situer maintenant, c'était la place d'appel ou la place principale du camp. On s'arrête, là aussi toujours avec cette même violence avec laquelle on a été accueillis. Il faut descendre encore rapidement, se mettre en rang. On va découvrir que les nazis aiment les chiffres parce qu'il faut compter. Il faut se mettre par 5, on compte et on compte et on recompte encore. C'est comme une espèce de... Au début, on va en rire de cette façon de compter qu'ils ont sans cesse renouvelée, mais on va découvrir qu'au contraire, c'est quelque chose d'assez pénible à supporter. Alors, on est rassemblés, là, tout le groupe que l'on est, environ, on n'est pas 100 personnes, je crois, on est environ 80, et puis débarquer là avec ces soldats, ces Allemands, qui nous regardent. Pour l'instant, on regarde autour de nous et on découvre quelque chose, quelque chose auquel on n'avait jamais été confronté. Les premières personnes que l'on va apercevoir, ils sont assez retirés de nous, peut-être une centaine de mètres, ils sont derrière des grillages, mais chaque grillage est toujours recouvert de fils de fer barbelés, difficile de s'y accrocher, mais ils sont là, les mains accrochées, ils nous regardent, et on va découvrir quelque chose qu'on trouve hallucinant, parce que autant nous, quand on est arrivé, on était présentable, là, on est confronté à des personnes en haillons, sales, hirsutes, hommes pas rasés, maigres, qui nous regardent avec des yeux, et ces yeux, ça va nous poursuivre. J'ai l'impression que de toute façon, on les aura peut-être plus tard, mais des yeux exorbités, et ils ont un geste qui nous surprend sur le moment, c'est que de porter la main à la bouche signifiant « est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et quand nos regards se tournent vers un autre endroit du camp, on va rester un petit moment là avant qu'on décide de notre sort, il y a un autre groupe, au début on ne comprend pas, c'est par la suite peut-être quand on va reprendre une respiration, on va dire tiens ils étaient en pyjama, mais non, c'est ces fameux costumes que les déportés vont avoir, c'est-à-dire comme des bagnards, c'est bleu et blanc, enfin blanc, le blanc a disparu depuis longtemps, des costumes rayés, et ceux-là c'est encore une autre tenue. Ils ont souvent une espèce de calot sur la tête du même tissu et ils ont toujours ce même regard, ce regard fixé vers nous. Alors nous, on est là, sur le moment, confrontés depuis l'arrivée à la gare, la descente du camion, comme pétrifiés. Alors toujours, sous les hurlements, il faut toujours faire vite ce mot, on nous dirige vers une baraque, une de ces grandes baraques qu'on a aperçues, on va nous faire rentrer dedans. La majorité des gens de la baraque dans laquelle on nous a fait rentrer, ce sont des Hollandais, beaucoup de Hollandais, et on va découvrir qu'il y a aussi d'autres nationalités, on les découvrira plus tard, c'est-à-dire il y aura des Hongrois, il y aura des Italiens, il y a des gens venus de Tripoli, enfin de quantité d'endroits de l'Europe, sous les injonctions rapides, il faut se trouver une place, il faut s'organiser, et on comprend surtout, ce que je comprends alors, on comprend qu'on va vivre dans un monde assez irréel. À l'intérieur, il y a de la baraque, il y a des rangées de lits, resserrés les unes près des autres, c'est des lits à 3 étages en bois. De temps en temps, il y a un espace sur lequel il y a une grande table. Il faut s'installer là-dedans, trouver des places. On essaye, le groupe de Français que nous sommes, essayer de rester ensemble. On va découvrir, comme on l'a découvert à Drancy, la promiscuité n'est pas une chose aisée. Elle se complique encore quand on est effectivement confronté à la barrière de la langue, puisqu'on ne se comprend pas. Même si cette langue qui était pratiquée par certains d'entre nous, que moi, enfant, je comprenais le yiddish, il y en a qui le parlaient peut-être là-bas, qui est un petit peu un dialecte qui ressemble à l'allemand. Avec les Hollandais, il va y avoir quelques compréhensions et on va finir peut-être à s'organiser. Donc chacun finit par trouver sa place à l'intérieur de ces baraquements. Autant que je me souviens, il n'y avait pas de chauffage, mais pour l'instant, on ne s'en rend pas compte puisqu'on est arrivé
C'était le 3 mai 1944, c'est bientôt l'été. On découvre que ce camp est gouverné par les Allemands et qu'il y a surtout une police parallèle, une police allemande, que les Allemands ont, comment dirais-je, délégué à d'autres déportés, des déportés qui ne font pas partie de notre environnement. Ce sont des personnes souvent habillées de ce costume rayé, avec un brassard, une couleur, qui les distingue un petit peu des autres déportés. Ils sont mieux nourris que les autres. Ces déportés, c'est une police parallèle, ce sont les capots. On va vite découvrir que ces personnes ont droit de vie et de mort sur pratiquement les déportés. La chose auquel on va être confronté très très vite, le quotidien, il va être rythmé par ce qu'on appelle les appels. Les appels, alors ils peuvent très bien commencer dès le matin, c'est-à-dire quand il fait nuit noire encore, sortir dehors et puis rassembler sur la place d'appel. Il y a des projecteurs qui éclairent. Ou alors, il peut se passer du temps et les appels, ça va être en milieu de la matinée ou ça peut être aussi l'après-midi ou à partir de midi. Ça n'est jamais rythmé exactement. C'est pas un rituel, comment dirais-je, qui se répète continuellement et de la même façon. Alors, ces appels, effectivement, c'est anticipé peut-être sur les souffrances qu'on va connaître, parce que rester 1 heure sous la pluie ou dans le froid ou dans le soleil, c'est une chose, mais quand ces appels vont durer une journée entière, ça prendra un tout autre aspect. On était un groupe, on était 77 au camp de Bergen-Belsen. On a fini par faire des petits groupes, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, des affinités d'âge. On va trouver le moyen un petit peu de s'occuper, si on peut dire s'occuper, puisque nos mamans vont partir dans des commandos de travail, on va les appeler, on ne les verra pas de la journée, les enfants on est livrés à nous-mêmes. Il y a parfois des mamans qui vont nous donner un petit semblant d'occupation quand ce sera possible. J'ai la maman d'une de mes amies dont le père était écrivain qui nous a lu un petit bouquin qui s'appelait Bazel innocent. Elle nous lisait une page de temps en temps. Pour moi, c'était un bonheur. J'avais l'impression de me retrouver en classe quand je pouvais écouter mon instituteur, le fait d'entendre quelque chose qui est autre chose que ce qu'il y avait dans le camp. Alors, jouer le quotidien d'un enfant, on n'a pas le droit de courir dehors. Les capots sont là, les sentinelles allemandes ne sont pas loin. On va arriver à faire quelques petits jeux, mais peu bruyants. Autrement, il va falloir que l'on s'organise à se trouver des occupations. Alors, il faut le dire aussi, on n'a rien pour pouvoir s'occuper. On n'a pas de jeu, les rares morceaux de papier vont servir à faire des petites choses, des pseudo-cartes à jouer, ce qui fait que l'imagination d'un enfant qu'on peut être à l'époque, on va trouver quand même le moyen de s'occuper. Alors les enfants arrivés au camp de Bergen-Belsen n'auront aucun régime particulier. Aucun régime particulier, c'est-à-dire que la quantité de victuailles est la même pour un adulte que pour un enfant. C'est-à-dire, si on veut rentrer dans les détails, c'est, comment dirais-je, une espèce d'eau tiède au début quand il y en a qu'on appelle du café, ça ressemble à tout ce qu'on veut sauf à du café. Il va y avoir une nourriture qui est faite à base de soupe avec des légumes. On n'appelle pas ça des légumes non plus, puisque beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce qu'est un rutabaga. Un rutabaga, c'est une énorme betterave qui est cultivée pour nourrir les animaux, qui va devenir la nourriture principale des déportés. Donc c'est de l'eau dans laquelle surnage du rutabaga coupé. Parfois il y aura des petits bouts de pommes de terre échappés, mais ça c'est au début, puisqu'avec le temps tout ça va disparaître. Trouver un morceau d'épluchure de pommes de terre est presque un cadeau. Ça fait partie de la nourriture. Les enfants n'auront pas donc de choses en plus. Quand j'aurai en plus, moi par exemple, c'est quand moment avec mon frère et ma sœur se rendra compte éventuellement de ce que l'on peut ressentir un enfant dans un camp privé de toutes ces choses-là, c'est quand elle-même se privera de sa propre nourriture. Je
crois la revoir encore certainement partager sa petite tranche de pain, puisque quand on va avoir du pain, ça équivaut à une petite tranche de pain d'à peine 1 centimètre par repas. On a un pain qui a une vingtaine de centimètres, c'est pour une semaine, il faut le détailler en petites tranches, il faut avoir le courage de le garder en le protégeant parce qu'on se le fait voler. Autrement, il faut beaucoup d'organisation pour dire on en garde un petit bout pour le matin, un bout pour le midi, un bout pour le soir. Alors ce bout de pain, pour moi, c'est un souvenir. Je ne peux pas regarder un morceau de pain au jour d'aujourd'hui avec toujours beaucoup d'émotion, parce que pendant des fois, je vais prendre ma tranche de pain que je vais engloutir d'un seul coup, d'un seul dans la bouche. Ça va me remplir la bouche, je vais avoir une sensation de satiété. Quand on croque dans un sandwich, on en a plein la bouche. Et cette sensation va s'évanouir très très vite parce qu'il y aura une bouchée mais il n'y en aura pas deux. Ou alors je vais grignoter cette tranche de pain miette par miette pour faire durer le plus longtemps possible. Peu de temps après notre arrivée au camp, on nous dirige vers une salle de douche. Dans cette douche, on arrive dans une grande pièce. Il y a là donc maman, il y a mon frère, ma soeur, mais il y a mes copains, il y a mes copines qui ont mon âge, un peu plus, un peu moins, et puis il y a les mamans de mes copains, et on nous dit de nous déshabiller tous, se mettre tout nus dans cette pièce. Alors pour moi, ça a été quelque chose, quand je dis effectivement, physiquement, c'est peut-être pas une souffrance, mais moralement, ça a été quelque chose de terrible, parce que avoir été élevé avec de la pudeur, comme je dis, j'ai jamais vu ma sœur aînée nue, ça se faisait pas, encore moins maman. Et là, en plus, non seulement maman, on me retrouvait à la regarder, je crois que ce moment, quand je dis c'était une souffrance, parce que ça m'a toujours poursuivi, je crois que le meilleur des refuges, c'était de plonger dans son regard qu'elle me renvoyait, en essayant de ne pas regarder les corps, parce que regarder le corps des mamans de mes copains, regarder mes copines, ça paraissait quelque chose d'assez inimaginable pour moi. Alors j'ai compris là tout de suite, c'est que les nazis, ils obtenaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire faire perdre en nous ce qu'on appelle ce qu'il y a de plus riche dans une personne, c'est la dignité. Là, on est confronté à quelque chose de brutal, on est nu devant les autres, on est nu devant des Allemands qui se moquent de vous, qui rigolent justement de notre gêne, parce que si moi j'ai été gêné, je pense que mon frère, peut-être ma sœur était pareil, et tous pareils dans cette situation-là. Le nudisme n'était pas une chose pratiquée à l'époque. Alors moi, ça a été vraiment ce que j'appellerais un choc. Il va y avoir de l'incroyable désorganisation dans le camp. Et moi, je vais avoir 12 ans au mois de février 1945. On est toujours de ce camp, on a traversé une partie de l'hiver avec tout ce que ça comporte. Je vais me retrouver dans la baraque des hommes, donc séparé de ce soutien d'avoir maman et de me retrouver parmi des hommes. La majorité sont des Hollandais. Et je vais découvrir un petit peu l'espèce humaine, autant que j'ai pu découvrir ce qu'elle pouvait être belle. Je vais découvrir là aussi ce qu'elle peut être violente, c'est-à-dire autant qu'on se souvienne avec mes camarades, on s'est retrouvés qu'à 2 ou 3 parmi tout le groupe à être envoyés dans cette baraque d'hommes. Et en plus, on n'a pas eu la chance d'être ensemble, on était séparés à l'intérieur. Je vais découvrir que des hommes, tant je suis admiratif de l'homme, eh bien là ils ne vont pas être tendres, pas plus avec mes copains qu'avec moi-même, c'est-à-dire que je vais me retrouver tout en haut d'un chalet, au 3e étage. Là, à l'endroit, il pleut, donc quand il pleut, j'aurai ma spaillasse qui est mouillée, je me recroquevillerai dans un petit coin avec ma couverture, j'aurai un tout petit endroit. Puis en plus, dans la baraque de ces hommes, il y avait ce qu'on appelait des toilettes débordantes, toujours bouchées, malodorantes. Alors je vais vivre à côté de ce truc-là, sans aucun regard de compassion de ces hommes-là. En plus, il va y avoir, c'est pour ça, ça me restera toujours ces souvenirs de la méchanceté de l'homme quand on veut en faire un animal, et c'était le but, si j'ai bien compris, des nazis, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait les souris grises, c'était des femmes allemandes qui passaient dans les travées, et à l'époque on avait encore une paillasse, une couverture, ça devait être tendu sans un moindre pli, et s'il y avait un petit pli,
eh bien cette couverture était envoyée en l'air et puis le numéro que l'on avait sur le chalit, celui-ci était privé de soupe. Il y a un chef de baraque qui accompagnait la story grise, a noté mon numéro de chalit ce jour-là, alors que c'était le lit d'un de ses copains qui avait été défait, et le soir c'est moi qui avais supprimé le soupe. Voilà, j'étais perdu un petit peu au milieu de tous ces hommes. Autant que je me souvienne, il n'y en a aucun qui a pensé à me donner une cuillerée de soupe. J'ai dû essayer de m'endormir comme on peut s'endormir avec cette chose au ventre, d'avoir faim, cette injustice. La mort à Bergen-Belsen va s'accélérer. Bergen-Belsen, on lui a donné un nom, c'est-à-dire c'était le nom de le camp de la mort lente. C'est-à-dire que les gens dont je fais partie, on n'en a pas parlé, mais je vais découvrir qu'on était considérés comme étant des otages du fait du statut de notre père. Il s'agissait de nous garder en vie, c'est tout. Donc on donnait ce qu'on considérait être le minimum nécessaire pour garder quelqu'un en vie. Mais seulement pour certains, comme pour beaucoup, ce minimum n'est pas suffisant, et puis va venir s'installer la maladie, la dysenterie, la maladie générée par les poules, les punaises, le typhus et toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'au début, il va y avoir des morts, on va les mettre sur cette charrette tirée à bras d'homme, et très vite, les corps vont être dépouillés, ces morts vont être dépouillés de leurs vêtements. Et quand on me dit effectivement confronté à la mort, je vais voir passer d'une façon incroyablement banale des corps qui ont changé de couleur, qui sont nus, trimballés sur cette carriole dirigée vers le four crématoire. Et puis si j'anticipe dans le temps, ça va être décembre, janvier, février, on pourra plus les transporter, il y aura plus suffisamment de possibilités de les brûler dans le four crématoire, ils seront mis dans des fosses. Quand on passera à côté, on les verra, et puis dans les derniers mois, le dernier mois surtout, ils resteront par terre, on les enjambe en sortant de la baraque, ils sont partout autour de nous, et cette chose incroyable de dire qu'un mort devient une chose banale dans un paysage, maintenant j'ai l'impression que c'est toujours aussi dur de le dire. Donc je vais vivre, pour vous donner une image très très rapide, quand les Anglais vont rentrer dans le camp là-bas, il y aura 13 000 cadavres par terre, et ces 13 000 cadavres, ils n'étaient pas d'un seul jour, ils étaient là depuis des semaines, et peut-être depuis des mois, et on vit avec. Alors que représenter la mort, c'est de se dire, j'espère ne pas être dans cela demain matin. D'un seul, on apprend que, il y a plus de 2000 personnes qui vont partir. Et parmi ces 2000 personnes, il y a les femmes et les enfants de prisonniers de guerre. Alors là, ressurgit ce que l'on nous avait laissé entendre, on est des otages, c'est-à-dire qu'on avait été envoyés là et gardés en espérant peut-être être échangés, on va l'apprendre par la suite, soit par des soldats allemands retenus quelque part dans certains pays, ou alors même on a été jusqu'à dire échangés contre des camions. Mais nous, on ne comprend pas très très bien, et ça ne nous rassure pas, parce qu'on se dit pourquoi tous ces gens arrivent des autres camps qu'on évacue, et nous, on nous emmène, on va nous rassembler pour nous emmener où? Surtout qu'on n'a encore aucune idée de la destination vers laquelle on va se diriger. La seule chose que l'on sait, il faut se rassembler, encore toujours très très vite. On est rassemblés là dans le milieu du camp, dans l'allée centrale. Je revois toujours cette scène, on va apprendre qu'on est près de 2000. Alors, il y a beaucoup de notables hollandais, on a pris surtout les notables, les personnes qui étaient déjà là, peut-être qui avaient le même statut que nous, pouvant servir d'otages, de monnaie d'échange. Il va y avoir quelques camions qui vont arriver. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que pendant qu'on est rassemblés, alors là, il n'y a plus de contrôle, pas plus des capots que des nazis, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas bouger le petit doigt parce que le moindre coup, il peut pleuvoir, on est là pétrifié. Et je revois toujours cette scène, il était peut-être à peine à 2 mètres de moi, se faire tirer une balle dans la tête, s'écrouler, il y a le sang qui coule, nous on n'ose pas bouger, voilà, c'est cette espèce de climat presque irréel, de folie collective entre les capots, on sent qu'il y a un énervement, les Allemands, et nous qui essayons de rester, puis les autres qui essayent de s'incruster. Alors quand il va y avoir des camions, on va essayer surtout, comme on est près de l'un de ces camions, on grimpe dedans, mais notre grande peur c'est d'être séparés les uns des autres, alors on s'accroche, c'est une bagarre encore
une bagarre sans fin. Quelques-uns vont réussir, on va être un nombre à monter, mais les autres ne monteront pas et feront le trajet à pied. Jacques et sa famille sont débarqués sur un quai où les attendent un train composé de wagons à bestiaux et de plateformes à ciel ouvert. Un train appelé par la suite le train fantôme. On va grimper dedans, dans ces wagons. Je vais me retrouver avec maman, ma soeur, mon frère et moi dans un wagon à bestiaux. On nous pousse dedans, il faut que tout le monde monte. Alors donc on réussit quand même à s'asseoir, on a les genoux sous le menton, on ne peut pas bouger. Et puis les portes vont claquer, on referme et le train va s'ébranler comme ça. Alors notre train, il va rouler, il va s'arrêter, il va rouler, il va s'arrêter. Avant de partir, on nous a donné un rutabaga cru carrément, du pain, j'en ai pas souvenance, et puis il faut se débrouiller avec ça. Ce qu'on va découvrir dans le train, pour se soulager, il n'y a rien du tout. On souffre tous de la dysenterie. Je crois qu'on finit même peut-être par ne plus y faire attention, tellement on sent tous mauvais. Je crois que c'est devenu une situation, quand on parle de transformer des êtres humains en bêtes, je pense que c'était à peu près ça. Alors le train, il va rouler, il va s'arrêter, on va nous faire descendre sur le bord de la voie. Je n'ai pas souvenance qu'on nous avait donné à boire, il fallait se débrouiller dans les rigosses, dans les caniveaux, dans des trous d'eau. Il y en a qui vont arracher des pousses sur les bords de la voie pour se nourrir, et on remonte toujours et on repart. Ça va durer 14 jours et 14 nuits comme ça. Je vais y perdre mon meilleur copain. Un jour on est arrêté en race campagne, on a le droit de descendre. On nous dit qu'il y a une rivière, on peut y aller. Je traverse ce champ, c'est un champ qui était fraîchement labouré. Alors déjà quand on n'a pas beaucoup de force, avec la glaise sous les pieds, ça colle, mais j'arrive, je crois que j'ai dû me désaltérer. Et puis on prend le chemin du retour, je marche avec mon copain, il s'appelait Lucien Veil, il était d'origine alsacienne, lui. J'ai le souvenir uniquement qu'il est tombé le nez en avant par terre, il est mort donc, dans le champ à côté de moi, et sans que je m'en rende compte. Mais entre-temps, dans les wagons, il y a des morts. Il y a des morts. Au début, le premier, on l'a gardé dans le train, et après, pendant les 14 jours, on va les abandonner tout le long du parcours. On les dépose sur le bord de la voie. Alors là encore, c'est 14 jours d'errance dans un train auquel on donnera un nom, le train fantôme. Quand enfin on va être libéré, on est à peine la moitié sur les 2000 à avoir survécu. Donc on est arrêté, il y a un silence qui s'est installé là. Et d'un seul coup, on entend une clameur, les Russes. On ouvre les portes, elles ne sont pas verrouillées, on passe la tête dehors, il y en a qui sont descendus. Et effectivement, le souvenir que j'en ai, on a vu arriver 3 cavaliers qui n'étaient pas habillés, évidemment, avec des uniformes allemands, ils avaient des foulées sur la tête. Et c'était donc nos libérateurs. 3 cavaliers, le souvenir que j'ai aussi, c'est d'un vieux monsieur, un déporté, agenouillé, embrassant les sabots d'un des chevaux. On est donc censé être libéré, mais c'est un sentiment qu'on a du mal encore à accepter, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce que l'on sait, c'est que les Allemands n'étaient plus là, il n'était resté que trois vieux soldats. On apprendra plus tard qu'on leur devait la vie, puisqu'ils devaient mener le train sur un pont qui enjambait l'Elbe et ils devaient sauter. Donc on est libéré, on descend du wagon. Moi je suis atteint du typhus déjà, j'ai du mal à marcher. On va nous dire que l'on puisse se diriger vers un petit village qui est à 3 km. Donc ce petit village s'appelle Troppitz. On va découvrir qu'il est au fin fond de l'Allemagne, pas loin de la frontière tchécoslovaque. La libération, on l'a vécue sans grande euphorie. Je crois qu'on était tous plus ou moins abattus. Ceux qui le pouvaient, il y avait quand même des moments d'embrassade. Et le mot liberté n'avait pas encore véritablement son sens. Après la libération dont je viens de parler, on va rester 3 mois dans ce petit village parce que moi j'ai le typhus, je me sens dans le coma. C'est les plus grandes frayeurs de maman, j'ai plus de 42 frères, 41, etc. Et donc on va rester là, le village est en quarantaine, on va d'en sortir.
Et puis on va apprendre au bout de 3 mois qu'on peut rentrer, on s'est occupé de nous parce qu'on avait l'impression pendant ces 3 mois qu'on était là-bas d'un énorme silence nous concernant. Des camions, alors c'est les Russes qui se sont occupés de nous quand nous étions dans ce petit village, et là ce sont des camions américains, des soldats américains qui viennent nous chercher. On va avoir une traversée que je qualifierais de triomphale à travers l'Allemagne. On va traverser l'Allemagne comme ça en camion jusqu'à Strasbourg. Strasbourg, on prend le train jusqu'à Paris. Alors Paris, c'est le gare de l'Est dont j'avais parlé, sombre au départ, pour moi, pavoisé de drapeaux, et à ce moment-là, la plus belle gare du monde. C'est l'euphorie totale, là. On nous fait monter dans des véhicules, je saurais plus dire ce que c'était. Et je vais me retrouver à l'hôtel Lutetia. C'est là que je vais retrouver mon père. Moi, je le reconnais, ma sœur ne le reconnaît pas, mon frère. C'est une retrouvaille avec mon père à l'hôtel Lutetia. C'est seulement de la famille que je l'ai retrouvé. C'est ma grand-mère qui était avec nous, qui a réussi à se cacher après notre arrestation. Et puis ma jeune sœur qui était dans une famille dans la Sarthe, qui lui a épargné, qui lui a sauvé, donc certainement sauvé la vie. C'était la plus petite de nous 4. C'est mon père, ma grand-mère, ma petite sœur. C'est les seuls que je vais retrouver. De la famille, de notre famille, d'ailleurs mes grands-parents, oncles, tantes, cousins, eh bien, personne n'est revenu. Aucune trace d'eux, sinon sur des listes qu'on a réussi à rassembler. On connaît leur destination, c'était pratiquement pour tous Auschwitz. Aucun n'est revenu. Jacques et ses parents ont retrouvé leur appartement. Chacun a repris tant bien que mal ses activités et Jacques a retrouvé son école du Pré Saint-Gervais. De cette terrible expérience, il tire une grande leçon de vie et nous délivre un message de tolérance, de respect des autres dans leurs différences de couleur, de religion. Rien n'est plus précieux que la vie, en aucun cas on a le droit d'y attenter et encore moins lorsqu'il s'agit d'un enfant.